Alors bonjour, la première vidéo, donc comme on n'est pas très doué, ah oui c'est comme ça. Non, c'est là. Ah ouais. Salut à tous, on est au départ pour partir au Vietnam, donc on est à l'aéroport de Nice. Mais écoute, la musique est cool. On a un mec qui joue du Pirates des Caraïbes à 5h du matin. Voilà. Donc Oui, parce qu'il est 5h du matin, ça se voit là. On est à Nice, direction Paris. Il faut pas. I find that the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. C'est notre premier voyage en amoureux, 3 semaines au Vietnam pour lui faire découvrir mon pays d'origine. On est parti pour 12 heures de vol, de Paris à Saigon, rythmé par les plateaux repas et la petite coupe de champagne d'Air France offerte. J'ai acheté le routard l'hiver précédent pour planifier le voyage. Le projet, on atterrit à Ho Chi Minh, on prend direct un vol interne vers Hanoï, on traverse le pays du nord au sud pendant 3 semaines et on redécolle d'Ho Chi Minh à la fin du mois. Moi, c'est ma première fois en Asie et j'ai vraiment hâte de découvrir ce pays en compagnie de Caro. On est arrivé à Ho Chi Minh, l'aéroport. C'est l'aéroport, pas très grand. 7h, heure locale. Premier ressenti en arrivant, cette humidité et chaleur dehors, les gens partout, la langue parlée et l'odeur si particulière. Je suis en Asie et je suis très contente d'être revenue sur le continent qui m'avait vraiment manqué. Au change pour la monnaie locale, 13 millions de dongs enfournés dans ma banane, ça fait lourd. À peine sorti de l'aéroport, un groupe de chauffeurs de taxi nous saute dessus et nous demande 500 000 dongs pour aller en ville, qu'on négociera pour 300. Ici, il faut tout négocier, c'est le jeu d'après le routard. Un taxi qui n'en a pas du tout l'apparence, conduit par un chauffeur un peu louche, nous embarque et slalom entre les voies en klaxonnant. Un peu surprenant au départ et concernant la circulation, on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Après 40 minutes de taxi, on entre dans le cœur de la capitale. La ville est immense, il y a un flot incessant de scooters qui nous dépasse et on se rend compte que le code de la route est inexistant. On est lâché à côté du lac d'Oya Khiem avec nos sacs et sans réservation pour la nuit. Le routard indique de nombreuses adresses sympas que Caro a sélectionnées avec soin, mais malheureusement on s'aperçoit que ces hôtels ne sont plus en activité. En vrai, ça fait plus de 20 heures qu'on voyage, je suis fatiguée, j'espérais juste pouvoir me fier à ce putain de guide du routard. On finit donc par en choisir un au hasard et on pose les sacs, on prend une douche avant de retourner s'immerger dans les rues et de découvrir le quartier des 36 corporations. Ok, stop, on oublie tout, il y a des bancoons, les petits coussins de mémé, c'est juste la meilleure des street food d'Hanoï. C'est le quartier des épices. Le vieux quartier des 36 corporations est le plus vieux d'Hanoï. Autour du XVe siècle, il existait plus d'une centaine de rues et de canaux appelés ainsi car le chiffre 36 est un chiffre bénéfique en Asie. Chaque rue accueillait une spécialité professionnelle représentant un seul métier ou corporation venant parfois des villages autour de la capitale. On y trouvait par exemple la rue de la soie, qui vend aujourd'hui des montres, la plus vivante et la plus animée, la rue des instruments de musique, celle des chaussures ou des herbes, mais aussi des plus insolites comme la rue des vermicelles, la rue des cartons, de la ficelle et des balances. Nous, ce qui nous a marqué, c'est la rue des marmites en inox, celle des rallonges électriques et des ampoules, ou encore la rue des échelles, notre repère pour retrouver l'hôtel. On n'arrive pas à comprendre comment les magasins en tout point identiques peuvent subsister. Comme le nom de chaque rue commence par Hang, qui signifie guilde, peut-être qu'ils reversent tous leurs bénéfices à un maître, disons le maître chaussures, et que ce dernier reverse la somme équitablement entre chaque commerçant. On ne saura jamais. On s'est arrêté dans un petit boui-boui où elles font à manger le bord de la route. Mais tu sais pas ce que tu manges. Ça, c'est pimenté. C'est le petit piment qui flotte qui font dire ça. Ouais. Ça, c'est le petit truc de poisson. T'as 3 plats, tu commandes. Et là, je t'avoue, je sais pas du tout ce que je mange, mais... Bah moi, j'aime bien. Voilà. Enfin notre première bière. On s'arrête dans l'un peu trop touristique Beer Carter, où chaque serveuse représente une marque et est payée au nombre de bières qu'elle vend. C'est un peu oppressant comme méthode de vente de se faire crier dessus dans un anglais approximatif. On a de la chance, comme on est arrivé un dimanche, la route qui fait le tour du lac est piétonne. Les jeunes jouent à ce qu'on appelle la plume, une espèce de jeu de jongle. Les marchandes vendent des ballons Peppa Pig qui s'envolent partout, et des boules de sésame. Elles rendent pas la monnaie par contre.
Et c'est ici également qu'il y a le célèbre Water Puppet Theater, un lieu incontournable pour moi puisqu'en 96, alors âgé de 11 ans, j'y étais allée avec ma famille pour voir le spectacle traditionnel des marionnettes sur l'eau. De mémoire, ça m'avait beaucoup plu et j'espère que ça plaira à Anthony. Perdu. M'a perdu. Tu t'es éloigné exprès. Jour 2. C'est le deuxième jour à Hanoï. On va aller voir la rue du train, le temple de la littérature, se promener en même temps et manger un peu partout. C'est plutôt calme, on va profiter pour traverser maintenant. Ok, petit arrêt sur image, on revient à la veille au soir pour voir comment on traverse une rue à Hanoï parce que on est un peu éloigné des standards européens. Comment on traverse une rue à Hanoï? Là on traverse, comme ça. On s'arrête pas, surtout. Si tu t'arrêtes, t'es mort. Au début c'est déroutant mais on s'y fait rapidement. La preuve, cette petite vidéo c'est le dernier jour à Saigon. À tout à l'heure. On est dans un marché qu'on a trouvé complètement par hasard, qui a plein de petites bestioles. Alors voilà, c'est passé à la dame, madame. Ce midi, on a mangé un bol de ces petits poissons-là. Voilà, donc on a mangé ça frit et c'était très rigolo. Ah waouh. Ok. Je sais pas, mais carrément flippé. C'est parti en fait de se faire un peu là. Un petit marché où on respecte la chaîne du froid qui est là. Anthony vient de se faire une blague et il vient de tester le durian. Mais moi non plus, je savais pas ce que c'était. C'est pas bon. Là, ce qu'on entend, c'est l'annonce du marchand de clés ambulant. Et chaque métier a une annonce différente, et t'entends ça un peu partout dans les rues. Bon bah là du coup on est passé dans des petites ruelles un peu perdues et on est tombé devant un qui fait sécher cet endroit sur un reste de balcon. Donc on est tombé sur un rooftop, un café rooftop apparemment. Donc on commande notre café en bas et on monte et on a le café. Et là, c'est pas du tout ce qu'on attendait d'un rooftop. Il n'y a pas de roof, il n'y a pas de top. Petite pause. Hey Coffee, un café avec du jaune d'œuf. On dirait une meringue et un mélange de meringue et de tiramisu un peu. Un blanc d'œuf battu, Voilà. j'imagine, avec du sucre. Ça se boit pas, ça marche pas. Du caramel peut-être. Il y a encore du sucre au fond. Et c'est du sucre entre une blanc, t'es sûr? Waouh.
Et après, on va aller reprendre notre petite balade, parce qu'il est déjà 11h du matin, ça passe vite. Ça passe très vite. Très très vite. Le marché était cool. En se baladant, complètement par hasard, on passe devant un salon de tatouage. On décide d'y aller, et bonne surprise, il est vraiment exceptionnel, très bien placé, le patron est sympa et la décoration est géniale. Sur les murs du shop, il y a des graffitis traditionnels vietnamiens, tout en couleurs, et à l'intérieur, plein de tableaux, plein de flashs, toute une panoplie de choses géniales pour un shop de tatouage. Je m'attendais vraiment pas à ce que le shop soit aussi stylé. Bravo les Vietnamiens. Les fameux bun cha. Dans une boutique juste en bas de l'hôtel, il y avait le chat le plus mignon du monde, avec des toutes petites pattes courtes, il est vraiment à croquer. Train Street, c'est un peu compliqué. Pour éviter les accidents, les autorités ont fermé l'accès à la partie la plus pittoresque, celle avec les jolis bars. En contrepartie, ils nous envoient arbitrairement dans des bars très touristiques, un peu plus en amont. Je croyais qu'il était électrique, tu pousses avec ses pieds. La force des genoux. On est sur Train Street. Anthony a une jolie boisson avec une paille toute entortillée. Et truc super rigolo, on a des petits chiens à côté de nous, donc je vais les filmer. Au final, la pause au bar était bien sympa. Et comme la voie ferrée traverse de nombreux pâtés de maison, on a pu marcher quelques temps sur les rails avant de reprendre notre route. Finalement, c'était plus authentique de voir les gens qui vivent là quotidiennement, cuisinent et vivent aussi près du train. J'étais en train de me dire, on n'écrit pas assez dans notre livre. J'ai toutes les idées qui partent, les dessins, t'imagines si j'étais là en phase 2 en train de juste de les dessiner, tu vois. Vas-y, on s'arrête 2 minutes, on a le temps. Hein? Mais non, parce que je peux pas commencer mon livre par un dessin, j'ai pas le début. On peut pas tout faire, être scénariste, présentateur de chaîne sur Arte. Nous avons le lac, non j'ai oublié le nom. Un gastronome aussi de la street food, en même temps dessiner. En fait, il faut qu'on prenne 4 mois de vacances. On va essayer de se trouver un endroit où on peut boire un coup. Ouais. Mood. Hi. Zo. 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 Bye bye, zo. Hi. Ba. Zo. Ok. Ça veut dire santé. Tout autour de nous, c'est un petit lac. On est à côté du temple de la littérature à Hanoï, sous une petite pagode avec un Peppa Pig accroché au plafond. C'est des détails. On a une très très jolie vue sur des magnifiques lotus qui doivent s'illuminer la nuit. Des arbres qui sont faits de racines que tu vois là, qui sont très cool. Et un lac avec probablement tout un tas de bestioles qui nagent dedans, avec une petite pagode très sympa. Et on va aller faire un tour dans le musée de la littérature, enfin en tout cas dans son jardin. Après avoir traversé le tumulte de la ville, notre premier ressenti en arrivant au temple, c'est le calme et la sérénité des lieux.
On croise de petits groupes de jeunes filles en aosaï traditionnel qui marchent avec respect vers les portes centrales. Par humilité, nous entrons dans la cour suivante par les portes latérales et laissons la grande entrée à ces jeunes diplômés. Une brise légère nous amène l'odeur des fleurs des jardins, je crois même reconnaître celle du jasmin. Le bruit de la ville est quasi inexistant. Nous sommes transportés dans l'histoire. Ce temple bâti en 1070, consacré au culte de Confucius, fut la première université du Vietnam. On retrouve même sur les billets de 100 000 dong le superbe puits de la clarté céleste et le pavillon de la constellation. D'abord réservé à l'élite, les fils de sang royal et les hauts fonctionnaires, c'est ici que pendant plus de 8 siècles étaient formés les futurs mandarins, qui portaient le nom honorifique de fils de la nation. Dans la 4e cour, on découvre d'énormes bonsaïs qui décorent la place. Big love, ils sont magnifiques. On reste un long moment d'ailleurs à les regarder. À savoir, la première leçon que devaient apprendre les étudiants était de se comporter avec respect. L'acquisition de la connaissance viendra plus tard, avec pour but final de devenir à la fois vertueux et talentueux. Inscrits au patrimoine de l'UNESCO, 82 stèles où sont gravés le nom des docteurs ayant réussi les concours à partir du XVe siècle sont posées sur des sculptures de tortues, animal sacré au Vietnam, symbole de longévité et de sagesse. Aujourd'hui encore, il est de coutume pour les étudiants d'y brûler de l'encens et de déposer des offrandes afin de s'apporter chance et succès pour leurs examens. Chaque cours est traversé en suivant la route de l'ascension vers le savoir et la connaissance. Nous arrivons enfin au temple principal, c'est devant Confucius, enfin sa statue, pas devant lui, qu'on décide avec évidence de faire une offrande en pensant à nos projets créatifs, en espérant que cela nous apporte vertu et talent nécessaires à notre réussite. C'est notre dernier soir sur Hanoï vu qu'on a décidé de partir pour le nord le lendemain dans un nightbus. Je laisse Caroline dans l'un des innombrables salons de massage et décide d'aller me perdre dans les ruelles alentours. À tout à l'heure, bye bye. La ville est comme une fourmilière. Il y a de la vie partout, tout le temps. L'histoire ne dira pas que j'ai passé 20 minutes à me promener puis les 40 suivantes à la recherche du salon. Mon téléphone n'ayant pas de carte SIM vietnamienne, j'ai fait confiance à mon instinct. Et fort heureusement, j'ai eu un peu de flair. On a fini la soirée en traversant la ville à la recherche d'un resto qui s'avéra être fermé, avant de se poser au coin d'une rue pour une fondue à base de bœuf, de porc, de champignons et de petits légumes. On part pour le dernier jour au musée ethnographique d'Hanoï, histoire d'en apprendre un peu plus sur les différentes ethnies qui composent le pays et qu'on devrait rencontrer dans le Nord. Le musée est très intéressant, mais on a assez peu filmé, préférant nous laisser porter par la visite et les découvertes. Impossible toutefois de ne pas filmer cette stupéfiante maison commune, haute de plusieurs dizaines de mètres que l'on peut retrouver dans le centre du Vietnam au sein de la communauté des Banars. On trouve dans le jardin du musée des dizaines d'autres constructions authentiques, propres à chaque ethnie, validées par des chefs de village, ainsi que des tenues originales, des armes, des outils parfois utilisés encore aujourd'hui. Le Vietnam est un assemblage hétéroclite de 54 ethnies officielles, et bien davantage non répertoriées, voire disparues. Et ce musée rend admirablement hommage à la richesse culturelle de ce peuple. C'est un tombeau. Alors, Ah oui, bah oui. toi tu filmes tout de suite quand il y a des quéquettes. Cette tombe collective pouvait abriter jusqu'à 30 morts. Les sculptures taillées dans des troncs d'arbres à la hache, au coupe-coupe et au ciseau à bois représentent les humains aux attitudes sexuelles significatives et des femmes enceintes.
De retour. Nous sommes dans la maison des Yao Ho. Cette maison, à moitié sur sol et à moitié sur pilotis, est à l'image de celle de Madame Ban Ban Sam du village des Memu. Oh. Ça sent la poussière et la terre et la cendre. C'est charmant. À bientôt. Monter sur un 2 roues au Vietnam, quand on découvre l'Asie comme moi, c'est une expérience particulière. En piéton déjà, on comprend assez vite qu'il ne faut pas hésiter, et qu'avec un peu de confiance, on peut traverser n'importe où. Les gens s'évitent dans un joyeux concert de klaxons. Monter à 3 sur un Grab, l'équivalent local d'Uber, c'est autre chose. Signalons d'abord qu'on n'a jamais utilisé aucune application. On a trouvé tous nos chauffeurs en les abordant dans la rue directement. D'ailleurs, on dirait que n'importe qui peut vendre ses services de driver, au prix d'un simple casque vert avec des bandes blanches. Les prix sont aléatoires et on a rapidement pris l'habitude de diviser par 4 ou 5 les montants, quitte à partager la selle. Il est fréquent de croiser des scooters avec 4, 5 ou même 6 passagers, alors 3 comme nous, c'est du gâteau. Sur le scooter, c'est une autre vision de la route que l'on constate. Passé les premières minutes d'appréhension, on réalise que tous les véhicules se comportent comme ces gros nuages d'oiseaux qui dansent dans le ciel à l'automne. Chacun va dans son sens et réagit à son voisin, la vitesse n'est pas importante, tout est fluide, presque organique. On a l'impression de naviguer au sein d'un tout et c'est étrangement rassurant. Les feux rouges sont une simple invitation à ralentir, les bus ne s'arrêtent pour personne et pour autant, on constate aucun accrochage. On est bien arrivé à l'Opéra, voilà. Le chauffeur de scooter nous a bien amenés, c'est bon. Quand tu me disais sois souple, accompagne le scooter, impossible. J'étais complètement stressée, complètement tétanisée. Mais il est content parce que c'est, je pense, une des rares fois où le client le pointe le ventre. J'étais accrochée comme une dingue au driver. Voilà, mais c'était rigolo pour l'expérience. Comment ça va, Caroline? Ça va, un petit peu fatiguée. On sort d'Hanoï ce soir. J'ai plutôt hâte en fait, c'est très bruyant. Ça fait du bien de se poser un petit peu là. Je suis assez d'accord, ouais. Voilà, on est sur notre petit café sur Trent Street. Et c'est bien de se poser un peu. Avec Gwendoline. Eh oui. Gwendoline là. Ah bah elle te regarde pile à ce moment-là. Elle aime pas les touristes. Commencer notre voyage par Hanoï, c'était parfait. On s'est immédiatement plongé dans les habitudes des locaux, on a découvert une ville qui grouille d'activités dès les premières lueurs de l'aube, avec un street food omniprésent et délicieux. C'est la fin. Bye bye, Hanoï. Avec notre hôtel, on a booké un night bus qui part d'Hanoï vers les montagnes du nord, où on a prévu de rouler 4 jours à moto. On traverse la ville en trombe, entassé à 16 dans un minibus, et on découvre le bus couchette dans lequel on va passer les 6 prochaines heures. On nous a placés tout à l'arrière du bus, un peu comme si vous dormiez dans le coffre de votre voiture pendant un long trajet. À ce moment-là, j'espère juste que la route ne sera pas trop difficile et qu'on n'aura pas mal au cœur. On est dans le bus de nuit. On s'est imagé un petit peu le truc. Ah malade. Bonjour. Voilà, hauteur sous plafond. Nul. Il n'y en a pas. Place petite. Voilà, et on a le monsieur qui place les gens avec leur nom. On quitte la capitale avec un petit goût d'inachevé. On aurait aimé s'imprégner davantage de l'ambiance de la ville, découvrir d'autres quartiers, suivre des ruelles tortueuses et dénicher des marchés improbables. On a vraiment cette impression de ville traditionnelle et authentique, et on le découvrira dans la suite de notre voyage. Le street food ici, c'est l'un des meilleurs de tout le pays. Les jours prochains, on sera à Hazan pour faire une boucle de 400 km à moto. Réputée magnifique, c'est une région rurale où les ethnies vivent encore relativement préservées du monde moderne. Enfin, tout ça, c'est dans les prochains épisodes.